Évidemment, une menace prise au sérieux. C'est Igor Konashenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe, qui a affirmé hier il y a, selon lui, des tirs de sabotage, des frappes des forces ukrainiennes. Et il prévient, si ça continue, alors ce seront des centres de prise de décision, en effet, à Kiev, qui seront frappés. Alors, qu'est-ce qui est redouté particulièrement? Vous savez, c'est ce missile hypersonique dont on parle. On l'appelle Kinjal, en russe, ça veut dire poignard. Et les Russes disent l'avoir utilisé déjà au moins une fois en Ukraine il y a plusieurs semaines. Pourquoi il est particulièrement redouté, ce missile? Parce qu'il est très très difficile à intercepter, quasiment d'ailleurs impossible du fait de sa vitesse. Ce missile, justement, quand il est lancé, il passe au-dessus de l'atmosphère, là où les missiles de croisière largement utilisés par la Russie ici en Ukraine ne le font pas. Donc du fait de sa vitesse, de sa précision, il serait quasiment impossible à intercepter. Et je vous le disais, cette menace évidemment, elle est prise au sérieux. Alors on voit quand même dans le centre-ville de Kiev que la vie reprend doucement. On le voit aussi sur certains checkpoints, que ça commence à se détendre. En revanche, il suffit de faire quelques kilomètres, d'aller vers les villages qui ont été occupés. Et là, eh bien, c'est une autre histoire. Les checkpoints, ils sont vraiment sur les dents. On le voit, ils contrôlent chaque voiture parce qu'ils craignent une chose, c'est qu'au-delà des missiles, c'est aussi d'avoir à nouveau des Russes qui reviennent dans ces villages parce que, vous l'avez bien compris déjà il y a quelques semaines, ces villages sont extrêmement aussi stratégiques pour un encerclement de Kiev. Merci Charline. Charline Hurel, donc avec Jérôme Marcantetti dans les rues de Kiev. On va essayer de traduire un peu ce que les Russes disent quand ils parlent de cibles, de centres de commandement. La cible, elle est sur Volodymyr Zelensky ? C'est vrai que l'une des cibles qu'on comprend, c'est le palais présidentiel. Évidemment, avec le président Zelensky, qui, rappelez-vous, dès les premiers jours de l'offensive russe, dit qu'il est une cible prioritaire, la cible numéro 1 du régime. Alors, il y a le palais présidentiel et puis il y a aussi les QG d'état-major. Évidemment, tout ça fait partie des cibles potentielles. Ce qu'il faut comprendre, en fait, à travers les mots du porte-parole du ministère de la Défense russe, c'est qu'il n'est pas question de relâcher la pression sur Kiev, que les Russes se sont peut-être retirés de ces villages, de cette périphérie de la capitale ukrainienne, mais ce n'est pas pour autant qu'elle reste hors de portée de ces missiles. Et c'est vrai que ces derniers temps, on voit des opérations audacieuse de l'armée ukrainienne. On vient de parler de ce potentiel tir de missiles qui doit encore être confirmé sur ce vaisseau amiral de la flotte russe. Il y a aussi, et le porte-parole de la défense russe y fait référence, ces attaques contre des dépôts de carburant par des hélicoptères ukrainiens côté russe, c'est-à-dire que ce sont des hélicoptères de l'armée ukrainienne qui sont passés à très basse altitude et qui ont franchi la frontière avec la Russie et sont allés frapper en territoire russe des dépôts de munitions, des dépôts de carburant pour tenter d'atteindre la ligne logistique justement de cette armée russe. Donc tout ça est en train de montrer qu'on est on est potentiellement dans un risque d'escalade parce qu'on a une armée ukrainienne aguerrie qui est capable de monter, on le voit, des opérations comme ça. Et évidemment, côté russe, on est obligé de réagir, de mettre une pression maximale et de menacer maintenant à nouveau tous les centres de commandement ukrainiens. Général, comment vous interprétez cette menace formulée par le Kremlin ? Bien, écoutez, toute armée a une chaîne toute armée a une chaîne de commandement. Et dans la guerre, on n'attaque pas seulement le soldat qui est au terrain, mais il est logique et, j'allais dire, dans les règles de la guerre, les règles du droit de la guerre, d'attaquer toute la chaîne de commandement. Donc, si les objectifs ciblés sont le centre de commandement de l'armée ukrainienne dans Kiev, le centre de commandement du renseignement ukrainien, on est dans un acte de guerre tout à fait s'inscrivant tout à fait dans le droit des conflits armés, puisqu'on attaque des militaires. Alors après, attaquer la présidence, là, bien que le président Zelensky puisse être considéré comme étant le chef des armées et le chef de ces opérations, on touche là quand même à une personne qui est civile, à tout un état-major qu'il a autour de lui qui est civil et qui pourrait être un acte répréhensible.
Alors, je ne pense pas que c'est ça qui arrête les Russes, de se dire je fais du répréhensible. Je pense que ce qui peut orienter leur ou plutôt les empêcher de tirer sur la présidence, c'est que, il me semble, désormais, le président Zelensky a acquis une stature internationale. Le président Zelensky est le chef et le président de l'Ukraine. Et cette guerre va finir par des pourparlers beaucoup plus dynamiques que ceux que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Et il me semble que du côté russe, il est bon qu'en face d'eux, ils aient le président Zelensky, parce que si ils obtiennent des choses, ils auront obtenu de la personne qu'ils ont combattue et qui a accédé à leurs demandes. Alors je ne sais pas s'il le fera, mais c'est ça le calcul. C'est avoir la signature de quelqu'un qui est en face. Donc, pour moi, depuis un mois, le président Zelensky est devenu très précieux pour les Russes. Parce que si on lui tord le bras à lui, ils ont gagné. Vous comprenez le système. S'il est tué, bon, il n'y a plus personne pour parler en face. Plus personne de légitime. Et ça pourrait aussi faire de lui un héros ou un martyr et compliquer la situation sur le terrain. On va retourner sur le terrain, justement, retrouver Romain Goupil qui nous attend. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Chaque jour, vous nous racontez les à côté de cette guerre et ce conflit un peu autrement. Vous allez nous parler aujourd'hui de retour qui pose problème. Et c'est presque paradoxal, le retour de tous ceux qui avaient quitté Kiev il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, et qui reviennent chez eux. Cela crée des tensions avec ceux qui sont restés. Expliquez-nous. Ça se résume par un mot. Ceux qui se sont escape. Dans mon mauvais anglais, ceux qui sont partis, ceux qui se sont échappés au moment où la tension était maximum, et tous les gens qu'on rencontrait et tous les gens que je voyais dans des rues désertes, c'est des gens qui avaient décidé de rester, de résister. Il se trouve que la bataille a été gagnée sur les villages, en tout cas pour l'instant, sur Boutcha, tout ce que j'ai vu, Irpin, Otzmel, enfin tous les villages, on sent qu'il y a une retraite extrêmement rapide, c'est le mot pour défaite. Ils se sont retirés, les troupes russes, jusqu'en Biélorussie. Et du coup, les gens ont envie de rentrer en se disant mais le statut de réfugié est quasi impossible dans ces là où on est entassé, on veut rentrer chez nous, il semble que c'est beaucoup plus calme. Et effectivement, la ville est beaucoup plus calme. Il y a les trams qui ont redémarré, les trolleybus, les lignes de métro. Les magasins sont extrêmement bien achalandés et les gens ont l'impression de pouvoir reprendre une vie normale, malgré que l'administration, le maire, disent non, c'est pas encore le moment. On a toujours des craintes. Et ça donne des scènes très étranges, c'est-à-dire 4 fois plus de voitures, des énervements dans les embouteillages qui sont dus aux blocs de béton et au contrôle des brigades territoriales ou de l'armée qui ralentissent la circulation. Donc ça klaxonne, ça ne supporte plus les gens en double fil qui sont les volontaires qui livrent de l'alimentation pour tel et tel groupement, soit de vieillards, soit de gens à aider, soit des hôpitaux. Il y a un énervement même aux caisses dans les supermarchés, disant allez, comme s'il fallait aller vite, reprendre la vie normale pour réouvrir tous les magasins qui sont en train de s'ouvrir et reprendre alors que se passe à quelques centaines de kilomètres le pire du pire, et qu'on a vu ici la publicité de Poutine pour dire voilà ce qui vous attend si vous résistez, voilà comment on va réduire vos villages en cendres. Et l'exemple de Mariupol est ce qui attend, est ce que tout le monde redoute. Donc ça donne un climat très étrange sur la ville. On parlait, Thomas, de pessimisme et puis d'optimisme aussi. Romain, nous sommes au 50e jour de guerre en Ukraine. 50 jours de guerre durant lesquels les Ukrainiens ont fait preuve d'énormément de courage, ont démontré leur capacité à résister à l'offensive russe. Mais là, vous nous avez raconté que peut-être pour la première fois, vous sentez une fragilité, une fatigue, un abattement chez les Ukrainiens. Oui, il y a une vieille adage qui dit il faut pas confondre sa fatigue personnelle ou la fatigue qu'on peut tous avoir, l'épuisement, avec le réel.
Mais là, il se trouve que le réel, c'est ce que veut obtenir Poutine. Un épuisement, cette espèce d'attente permanente avec ces menaces. Quand c'est pas les menaces nucléaires, c'est les menaces chimiques. Quand c'est pas les menaces chimiques, c'est les missiles subsoniques ou transsoniques ou je sais pas quoi encore, avec l'utilisation de ces armes. Et la nomination du nouveau général, le boucher de Tchétchénie, celui qui a été récompensé par toutes les actions qu'il a menées contre les civils, contre les hôpitaux, les crèches en Syrie, Dornikov, le fait qu'il soit nommé à la tête des armées, c'est le signe pour tout le monde de quelque chose d'extrêmement rude, en disant ils vont mener une bataille extrêmement rude, mais ils ne vont pas la gagner. Donc c'est un mélange d'optimisme en disant c'est impossible de nous réduire, c'est impossible de nous soumettre, c'est impossible de nous mettre en esclavage, mais en même temps, le prix à payer par Mariupol, par ce qui se passe en ce moment sur les villes et par ce que je vois autour du Kiev est extrêmement dur à payer, extrêmement lourd. C'est pas normal, c'est une agression, c'est quelque chose il n'y a pas du tout de déclaration de guerre. Personne n'a demandé à Poutine de venir aider, de venir sauver. Il a désigné ici tout le peuple ukrainien comme une bande de néo-nazis drogués, Zelensky comme une junte qui occuperait le pouvoir alors qu'il y a eu des élections démocratiques et les luttes incroyables depuis 2014. Il y a quelque chose qui est extrêmement épuisant. Extrêmement épuisant. Et donc, se mêle un pessimisme de la situation et un optimisme par rapport à la façon dont la population réagit et l'armée ukrainienne réagit. Merci Romain, merci beaucoup pour toutes ces informations. Prenez soin de vous évidemment, on vous retrouve très vite à Paris, on l'espère en tout cas. Merci Général, merci d'être venu sur ce plateau, merci Magali pour vos explications, votre décryptage. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir demain, 9h pour 3 heures d'infos.